Caillot sanguin. On peut se couper un doigt, distraitement, avec un couteau. Un zoom avant de la zone blessée montre que le couteau a rompu un vaisseau sanguin. Ceci cause l'énorme saignement. Nous observons dans l'artère les GR et les plaquettes qui s'échappent par la zone blessée. Elles jouent un rôle décisif dans l'initiation des caillots sanguins. Les plaquettes relâchent une substance, la thromboplastine. En présence de la thromboplastine et des ions de calcium, la prothrombine, étant dans le sang, est convertie en thrombine. Cette thrombine catalyse la conversion du fibrinogène en fibrine. Ces fils s'acheminent vers la zone blessée. Ici, les fils de fibrine forment une maille. Les GR se font attraper et restent piégés. Ces fils de GR et fibrine forment ensemble le caillot de sang. Ce caillot parvient à boucher l'écartement de l'artère rompue en arrêtant le saignement. Le cœur est un organe de pompage complexe. En regardant une partie du cœur, nous observons qu'il reçoit le sang désoxygéné de différentes parties du corps dans l'oreillette droite. La valvule tricuspide droite s'ouvre et le sang continue à circuler dans le ventricule droit. L'oreillette droite se contracte, poussant le sang restant dans le ventricule droit, qui se contracte alors lui aussi pour pousser le sang dans les artères pulmonaires, celles-ci transportant le sang aux poumons. La veine pulmonaire ramène le sang oxygéné dans l'oreillette gauche du cœur. Pendant la contraction artérielle, le sang traverse la valve tricuspide dans le ventricule gauche. Pendant la contraction ventriculaire, le sang est poussé dans l'aorte, d'où il atteint les différentes parties du corps. Les muscles cardiaques génèrent les impulsions de contraction et décontraction rythmique des oreillettes et des ventricules. Ces impulsions sont générées par le nœud sino-atrial et auriculo-ventriculaire. Dans le cœur, le sang coule dans un sens spécifique. La contraction des oreillettes s'appelle systole atriale. À présent, les ventricules sont en diastole. Les ventricules se contractent. Il s'agit donc de la systole ventriculaire et des oreillettes en diastole. On appelle cycle cardiaque cette séquence d'événements qui se produit du début d'un battement de cœur au début du second. Des animaux, comme l'hydre, ont une grande capacité de régénération. Un petit fragment du corps peut créer un organisme en entier. Si un tentacule d'une hydre se casse, une observation détaillée montre que les cellules de cette partie cassée commencent à se redifférencier et à former les cellules souches capables de créer toute cellule du corps. Ces cellules commencent à se multiplier et à former de nouvelles cellules créant le corps d'une nouvelle hydre tentaculaire. Chez l'hydre, on voit aussi une autre méthode de régénération. Par exemple, si une pierre affûtée coupe le corps de l'hydre en deux, celle-ci a la capacité de réorganiser et de former une nouvelle hydre à partir de chaque partie.
Nous avons étudié un moteur dans l'autre section. Mais comment déterminer son sens de rotation si les sens du champ magnétique et du courant sont donnés? Nous allons découvrir alors la règle de la main gauche de Fleming pour pouvoir trouver le sens de la force, le sens de rotation de la bobine, étant donné la direction du champ magnétique et du courant. Selon cette règle, si vous mettez la main gauche de manière à ce que votre pouce, l'index et le majeur pointent tous perpendiculairement l'un l'autre, que l'index se pointe dans le sens du champ magnétique et le majeur dans le sens du courant, alors le pouce donnera le sens de la force. Revérifions la règle de la main gauche à l'aide de l'animation. Le convertisseur est une invention du grand scientifique Henri Bessemer. L'acier est fabriqué à partir de la fonte dans un convertisseur Bessemer. Un convertisseur est tourné à l'horizontale et la fonte fondue y est introduite. Le convertisseur est amené ensuite presque à la verticale pour y faire passer un souffle d'air chaud. Toutes les impuretés dans le fer fondu se combinent avec l'oxygène dans l'air pour former les oxydes respectifs. Les oxydes non volatiles forment des scories sur le métal fondu. Les oxydes volatiles s'échappent comme des gaz. Le monoxyde de carbone brûle sur la bouche du convertisseur. L'extinction de la flamme sur la bouche prouve l'absence d'impuretés. Ainsi l'air est coupé et les scories séparées du fer pur. La quantité exigée de carbone y est ajoutée sous forme de fer de Spiegel. L'on obtient ainsi de l'acier. L'acier fondu est versé dans des moules. Il prend la forme de ces moules en formant de grands blocs d'acier solides.